Si je vous dis ça, c'est que c'est pour vous prouver, pour vous montrer que l'idée a été pensée, qu'elle a été pensée dans des esprits comme le vôtre et le mien, et que c'est les esprits qui dirigeaient, et dirigent encore, notamment les céréales, les coopératives céréalières, et puis certains services très importants du ministère de l'Agriculture, et bien entendu la direction du syndicat dominant de l'agriculture aujourd'hui, c'est-à-dire la FNSEA, tous ces gens ont pensé, pas tout, mais ont pensé en partie ce qui arrive aujourd'hui. Donc, point de départ, crise de surproduction et nécessité absolue de trouver des débouchés commerciaux. Seulement, dans une France, dans la France de l'époque, gorgée de subventions, encore davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'était pas très évident de convaincre l'État de mettre la main au portefeuille et de soutenir cette filière naissante des biocarburants. Il fallait tout simplement créer un lobby industriel. À chaque fois que l'industrie imagine une nouvelle filière, d'une façon tout à fait, j'oserais dire, légitime, au départ du moins, elle essaye de créer un lobby, c'est-à-dire un groupe d'intérêt, un groupe au service d'intérêts particuliers, mais qui évidemment se retrouve vite dans l'obligation de prétendre que tout ça se fait au service de l'intérêt général. C'est une combine, si j'ose dire, qui est vraiment un peu la quintessence des lobbies industriels. On défend des intérêts privés, personnels, des intérêts provisoires, des intérêts particuliers, mais pour que ça marche, il faut absolument convaincre la société qu'il s'agit d'intérêts généraux. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce lobby naissant de l'agriculture, lobby industriel des biocarburants. Ces gens-là, qui disposaient de moyens importants, ont commencé à rassembler des politiques de droite et de gauche, des sénateurs, ils ont eu l'oreille très vite par exemple, de Pierre Bérégovoy, qui était le Premier ministre de gauche en 1992. Très vite, Bérégovoy a été convaincu par eux qu'il fallait soutenir les biocarburants. Et ils ont comme ça constitué un début de lobby avec des gens tout acquis à leurs intérêts. Je cite dans mon livre des sénateurs de droite et de gauche, surtout dans les régions céréalières, Picardie et Champagne-Ardenne. Ce lobby a avancé, doucement mais sûrement, donc a commencé à recevoir des aides publiques et des soutiens publics importants de la France, d'abord par la gauche et ensuite par la droite. Et il s'est passé un événement majeur, véritablement majeur, en 1994. Ce lobby industriel naissant a réussi un coup de maître. Comment? Je passe les détails qui sont en grande partie dans mon livre, vous m'en excusez. En tout cas, le lobby a réussi à convaincre le ministère de l'Environnement de l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère de l'Écologie et du Développement durable. Le lobby a convaincu ce ministère de l'Environnement de créer une structure ad hoc, une structure abritée par le ministère de l'Écologie, plus exactement abritée par une filiale en quelque sorte du ministère qui s'appelle l'ADEME, et dont vous avez forcément entendu parler. L'ADEME, c'est cette grande agence publique qui s'occupe de maîtrise de l'environnement et de maîtrise de l'énergie. C'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est une grosse agence publique. Et le lobby donc, des biocarburants a convaincu l'ADEME de créer une structure qui existe encore à l'heure actuelle et qui s'appelle AGRIS. AGRIS voulant dire Agriculture pour la chimie et l'industrie. Et c'est une structure tout à fait extraordinaire puisqu'elle est publique, elle est abritée par une structure publique, l'ADEME, elle-même dépendant directement du ministère de l'écologie, mais elle sert rigoureusement les intérêts de l'industrie et rigoureusement les intérêts du lobby des biocarburants, ce qui est quand même assez saisissant. Dans ce conglomérat qui s'appelle AGRIS, il y a donc des fonctionnaires de l'État, de l'ADEME et donc du ministère de l'écologie, mais il y a surtout des représentants industriels du lobby des biocarburants, parmi lesquels de très gros groupes comme Bayer Crop Science, qui est une énorme transnationale de l'agrochimie, également PSA, le constructeur automobile PSA, Peugeot, mais également Total, Fina, Elf. Vous voyez qu'il s'agit de gros morceaux. Il n'y a pas que des gros morceaux, il y a aussi des coopératives céréalières. Mais retenez que l'ADEME et donc le ministère de l'écologie ont accepté la création de cette structure tout à fait hybride, AGRIS, en 1994. Et le chemin s'est poursuivi, l'État a continué à subventionner cette filière. Le problème, c'est que personne en France, je dis bien personne, ne savait quel était le bilan énergétique et écologique des biocarburants. Il n'y avait, figurez-vous, aucune étude, je le répète parce que c'est fondamental,
l'État soutenait une filière industrielle sans savoir si elle était utile. Il n'existait aucune étude, et cette situation incroyable a duré jusqu'en 2002, c'est-à-dire que depuis 1992, on peut dire naissance du lobby des biocarburants industriels, et 2002, pendant 10 ans, la France a soutenu une filière sans savoir le moins du monde si elle était utile à la société et à ses objectifs. C'est assez intéressant. En 2002, l'ADEME, sentant que le moment était sans doute venu de justifier les sommes qui étaient versées, à cette filière industrielle, l'ADEME décide de lancer la première étude en France sur le sujet, une étude complète sur le bilan énergétique et écologique des biocarburants. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que l'ADEME, qui paye cette étude, sur son public donc, l'ADEME ne confie pas l'étude à ses propres ingénieurs et à ses propres scientifiques. Et sachez que l'ADEME compte environ 800 salariés, parmi lesquels un grand nombre de scientifiques et d'ingénieurs de valeur. Il aurait paru évident que l'ADEME fasse cette étude, d'autant plus que c'est elle qui la payait. Mais non, l'ADEME a confié cette étude, figurez-vous, à un cabinet privé qui est très connu dans les milieux industriels, dont la base est aux États-Unis, qui s'appelle PwC et qui travaille pour les transnationales depuis 80 ans environ. C'est un très gros groupe international, basé dans des dizaines de pays, qui a une réputation mondiale. En tout cas, l'ADEME a confié cette étude à PwC et PwC a accepté de faire cette étude en relation étroite avec un comité de pilotage. Et dans ce comité de pilotage, on retrouve la totalité du lobby des biocarburants, du lobby industriel des biocarburants, les grosses coopératives céréalières, PSA, Total, FINAF, etc., etc. C'est assez extravagant, je me répète parce que moi-même j'ai eu du mal à le croire. Études payées par l'État, confiées au privé, qui s'entourent des avis, des conseils très proches, ça j'ai pu le prouver, du comité de pilotage qui regroupe la totalité de l'industrie des biocarburants. Et l'étude qui est sortie en 2002, première étude en France, est une étude extraordinairement favorable aux biocarburants et qui prétend que les biocarburants sont tout à fait excellents dans le domaine énergétique et écologique. Inutile de vous dire que cette étude aujourd'hui est davantage controversée, elle est radicalement mise en cause, et pas par moi, ça n'aurait pas beaucoup d'importance ni d'intérêt, mais par des scientifiques, par des chercheurs sérieux, qui considèrent que, y compris sa méthode, les principes qui ont présidé à cette étude sont tout à fait condamnables, mais y compris sa méthodologie est remise en cause par des scientifiques importants. Bref, aujourd'hui nous sommes en 2008, et la base, l'unique base du soutien frénétique, parce que c'est le mot qui convient, c'est l'adjectif qui convient, la seule base du soutien frénétique du gouvernement français, de l'État français à la filière des biocarburants, c'est cette étude de 2002 qui a été réalisée en partie sous contrôle de l'industrie. Voilà la réalité qui donne évidemment à réfléchir. Ça c'est pour ce qui concerne la France. Au niveau mondial, l'affaire est évidemment complexe et je ne peux là encore que résumer à grands traits. Je vous parlais tout à l'heure du problème de la faim dans le monde. C'est évidemment la clé de tout. C'est très facile à comprendre en fait, ne croyez pas que c'est compliqué, c'est très facile à comprendre. Le marché alimentaire mondial, c'est un marché qui est tendu à l'extrême depuis très longtemps, pour des raisons de base que vous allez comprendre si vous ne les connaissez pas déjà, que vous allez comprendre immédiatement. Il y a une tension sur les aliments produits dans le monde parce qu'il y a de plus en plus d'humains sur Terre chaque année, environ 80 millions, c'est une première cause évidente. D'autre part, une partie de ces humains, dans des pays dits émergents comme la Chine ou l'Inde, une partie de ces humains, dans ces classes dites moyennes qui émergent, avec tous les guillemets qui s'imposent en Chine et en Inde, il y a des besoins nouveaux qui apparaissent, il y a aussi un niveau de vie qui augmente, pour une partie en tout cas de ces habitants, et les besoins changent. Beaucoup de ces habitants, des dizaines de millions en fait, changent de régime alimentaire sous nos yeux. Ils passent d'un régime qui était fondamentalement à base de céréales à un régime carné. Leurs besoins augmentent pour satisfaire des régimes alimentaires carnés, il faut produire bien davantage de céréales.